Bonjour, merci d'être avec nous en Bourgogne et en Franche-Comté pour un nouveau rendez-vous de dimanche en politique. Nous sommes au cœur de l'actualité puisque nous sommes au cœur du salon de l'agriculture sur ce plateau de France Télévisions. Et c'est aux animaux que nous allons nous intéresser, des animaux très présents dans ce salon, vous le voyez, avec en même temps une contestation qui monte autour des conditions de vie et de mort des animaux. Il y a bien sûr la mode du mouvement vegan, les polémiques sur les œufs en batterie ou sur les abattoirs, mais au-delà, au sein même du mouvement agricole, les questions se multiplient autour de ce rapport aux animaux et les organisations syndicales se rendent compte qu'elles ne feront probablement pas l'économie de ce débat. Avec nous sur ce plateau, Didier Ramet, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur et secrétaire de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Tout à fait. Émilie Janin, bonjour. Bonjour. Éleveuse, vous aussi, membre de la Confédération paysanne et promoteur du bœuf éthique. On va expliquer de quoi il s'agit. Jean-Yves Collet, bonjour. Bonjour. Maire d'Avallon, en Bourgogne, et ancien rapporteur de la commission d'enquête sur les conditions d'abattage. C'était lorsque vous étiez député. Tout à fait. Et Agathe Gignoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'une ONG, CIWF, qui lutte contre l'élevage industriel. Alors, pour commencer cette discussion, j'ai envie de vous demander quelle question faut-il poser. Est-ce que la question c'est faut-il tuer les animaux? Ou est-ce que la question c'est est-ce qu'on traite correctement les animaux, Émilie Janin? Écoutez, ça dépend de quel type d'élevage on parle. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'élevages, notamment dans notre région Bourgogne, où les éleveurs s'occupent très bien des animaux, où ils sont dans des modes d'élevage qu'on dit extensifs, ouais. Donc à base d'herbe, dans des prairies la majorité de l'année, voilà, où on prend en compte leurs besoins naturels de pâturer, de marcher, de manger. Donc des animaux heureux. Plutôt. Ouais, on parlera de la faim quand même, parce qu'on peut être heureux pendant une partie de sa vie. Et puis, Didier Ramet, c'est un paradoxe pour le grand public finalement, on peut élever des animaux, les aimer et les tuer. Alors ça, c'est le mot paradoxe, c'est un mot qu'on a découvert, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que dans mon métier, dans ma formation, dans ma culture familiale, c'est évident qu'on élève les animaux pour un jour les manger. Et ça nous a tout à fait surpris, en tout cas moi ça m'a surpris que ce débat vienne comme quelque chose de surprenant, alors que c'est l'éthique même de l'éleveur, il élève ses animaux, j'élève mes animaux, je les mets en très bonnes conditions, pour que quand même à la fin, ils aillent à l'abattoir et qu'on les mange ensuite. Alors on va se poser la question, en revanche, de la faim, ça fait 2 fois que vous parlez de ça. Effectivement, les problèmes sont où? Est-ce que les problèmes sont, Agathe Gignoux, dans les types d'élevage? Elle en parlait, Émilie Janin. Ou est-ce que finalement, dans tous les types d'élevage, on peut se trouver sur des situations où le bien-être animal n'est pas assuré? Je pense aux abattoirs, je pense au transport. Alors oui, la question n'est pas simple. Nous, à CIWF, donc on est une ONG internationale qui a été créée par un éleveur laitier. Donc notre positionnement, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter l'élevage, c'est d'accompagner à la fois les consommateurs, mais aussi les acteurs du monde de l'élevage pour améliorer les pratiques, pour qu'il y ait un meilleur bien-être animal. Il y a une question de modèle d'élevage, et c'est une réalité. Il y a des élevages industriels intensifs et d'autres qui font les choses de façon beaucoup plus extensive. Et puis après, va y avoir toujours le problème au niveau des différents maillons de comment est-ce qu'on intègre des critères de bien-être animal importants. La question se pose au niveau du transport et elle se pose au niveau de l'abattage également. Jean-Yves Collet, vous avez donc participé à ce qu'on avait appelé la commission Falorni, c'était du nom du député qui s'en occupait. Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans toutes les filières, on peut se trouver avec des situations difficiles finalement pour les animaux. C'est ça qui est ressorti ou il y a quand même des typologies particulières? Non, on ne peut pas parler de typologie particulière. Simplement, effectivement, l'élevage est un ensemble depuis les conditions d'élevage, de transport, d'abattage, de consommation. Et un grand nombre de difficultés viennent du fait que les maillons de la chaîne s'isolent les uns des autres. Le consommateur ignore les conditions d'élevage, l'éleveur parfois ne se préoccupe pas trop des conditions d'abattage, l'abattoir ne veut pas trop savoir d'où viennent les animaux. Et cette spécialisation crée des situations où peut s'installer des conditions qui sont défavorables aux animaux. Un transport trop long, pas d'abreuvement à l'arrivée, c'est aussi péjoratif pour l'animal que de mauvaises conditions d'élevage. Et c'est un ensemble. Et moi, ce que je souhaitais quand j'étais rapporteur de ce dossier, c'était de dire on veut des éleveurs et des consommateurs proches les uns des autres et conscients qu'ils font partie d'un ensemble et qu'ils sont responsables ensemble d'une mise en marché d'un produit qui n'est pas banal. Alors vous venez de parler de prononcer le mot de responsable et je me tourne vers les éleveurs. C'est un terme difficile à utiliser, mais la mort de vos animaux, c'est quelque chose qui fait partie de votre métier d'éleveur. Vous considérez aussi que c'est de votre responsabilité la façon dont ça va se passer pour eux à la fin?
Alors complètement, moi je suis éleveur, ça va être ma 36e année que je vais commencer dans quelques semaines. Donc je pense que j'ai un petit peu d'histoire dans ce domaine-là. Et dans mes premières années d'activité, donc je suis éleveur à côté de Nevers, à un petit village qui s'appelle Limont, et je suis à 20 km de Nevers. Et à ce moment-là, il y avait un abattoir à Nevers. Et mes animaux étaient abattus à Nevers. Pour X raisons, l'abattoir a fermé. Ma coopérative avec qui je travaille depuis le début avait un abattoir à Vénarel-les-Laumes, en Côte d'Or. Donc ça m'a changé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis intéressé réellement, je suis allé là-bas et même le directeur d'abattoir a invité les éleveurs du département à aller voir comment ça se passait. Et on a été rassurés la façon dont la bouverie, alors c'est l'endroit où les animaux arrivent après être descendus du camion, où ils peuvent boire et se remettre un petit peu en forme. Et du coup, ça ne me surprend pas et j'accompagne volontiers la démarche qui consiste à continuer d'envoyer mes animaux à Vénarel-les-Laumes, par exemple. Émilie Janin, même question. En plus, vous vous mettez souvent en scène sur les réseaux sociaux avec vos animaux, mais Oui. leur mort, pour vous, c'est intégré aussi. Oui, ça fait partie du métier, surtout que... Oui, ça fait partie du métier. C'est pas parce que ça fait partie du métier que c'est simple après. Ouais, voilà. Mais ça fait partie du métier. Mais comme je dis à certains journalistes ou certains consommateurs que je rencontre assez souvent sur la ferme, puisque je vais en direct, c'est pas tous les jours, sur 365 jours par an, on va tuer peut-être 10 jours par an des animaux. Mais tous les autres, les 355 autres jours, on s'occupera de donner la naissance, de s'occuper d'eux, les nourrir, etc. Ouais. Agathe Gignoux, est-ce que ce moment du transport, de la mort, c'est une zone grise un petit peu? C'est quelque chose dont on parlait peu jusque-là? C'est une zone qui, c'est vrai, du fait de la spécialisation, est parfois mal connue des professionnels de l'élevage Alors, eux-mêmes. c'est quoi la spécialisation? Ça veut dire que parce qu'il y a des gens qui élèvent et puis il y a des gens qui s'occupent de tuer, et que finalement on a coupé un peu ces mondes-là. Voilà, exactement. Il y a souvent une spécialisation qui est même au sein des élevages. Ouais. Et ensuite, aux différents maillons, et l'abattoir est parfois une zone moins connue sur laquelle l'éleveur n'a pas toujours une visibilité, et sur laquelle les consommateurs aussi n'ont pas une visibilité. C'est important pour nous qu'on arrive à décloisonner et qu'on arrive à faire comprendre aussi aux consommateurs que la viande qu'ils consomment, il faut tenir compte des conditions d'élevage. C'est la durée de vie de l'animal, c'est la plus longue période, donc c'est important d'y consacrer aussi le temps important. Et puis également le transport et l'abattage qui ne sont pas à négliger et qui sont souvent un des problèmes principaux pour l'abattage, c'est souvent très regroupé. Donc une des solutions importantes à mettre en place, c'est d'avoir un maillage territorial des abattoirs qui soit suffisant pour qu'il y ait moins de transport, pour que l'animal soit abattu le plus près de son lieu de naissance. Alors, ce maillage territorial, ça ressortait du travail de votre commission. On dit souvent qu'en France, par exemple, il y a beaucoup moins d'abattoirs qu'en Allemagne ou que dans d'autres pays. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui est majeur dans l'organisation du maillon final de l'élevage. Il y a eu une période de regroupement considérable des abattoirs. Moi, j'ai même connu la période où les bouchers pouvaient abattre côté de leur étal. J'en ai dans ma famille. On a regroupé à la fois pour des raisons économiques et techniques, mais aussi un peu pour soustraire à la connaissance de la société cette étape qui était jugée finalement pas très agréable à regarder. Alors, effectivement, un maillage plus étroit permet de diminuer les transports, et donc en termes de bien-être animal, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas oublier aussi que pour avoir de bonnes conditions dans un abattoir, il faut investir des sommes considérables, et que des petits abattoirs qui ne sont pas bien conçus font plus de tort que des grands, même s'ils sont un peu loin, parfois. Et qu'en tout cas, la thématique qu'on avait examinée, c'était de rapprocher le lieu d'abattage avec des systèmes éventuellement mobiles qui posent des tas de questions aussi, c'est pas magique. On va y venir, puisque c'est pour ça que milite Émilie Janin. Le transport, et là nous parlons d'animaux qui nous touchent de très près, des bovins, des ovins, des porcins. Mais je peux vous dire que le transport d'animaux de volaille, ça peut être regardé aussi. Alors, ça disait quoi le résultat du travail de votre commission, qui a des problèmes, beaucoup de problèmes, pas beaucoup de problèmes? C'est quoi quand même? Voilà, il faut quand même qu'on fasse ça à un moment donné. Il y avait, si vous voulez, quelques difficultés de non-conformité aux règles qui ont été rectifiées, mais il y avait surtout un certain nombre de problèmes. Un, la transparence, la méconnaissance. Donc on proposait des commissions de suivi locales, comme il y en a pour d'autres installations classées, pour que les élus, les éleveurs, les consommateurs puissent savoir ce qui se passe autour, dans, avant et après l'abattoir. Il y avait des difficultés de formation des personnels et de reconnaissance de leur technicité. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui font ce travail-là et que c'est un travail qui peut s'avérer pénible.
Et puis il y avait également cette thématique économique de qui doit assumer le coût des investissements nécessaires pour parfaire les systèmes, pour améliorer le maillage. Est-ce que c'est le prix du produit fini? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est le contribuable? Et est-ce qu'il y a des solutions techniques comme l'abattage plus près? Alors, on va y venir. Un mot quand même à Gadget News sur l'industrie et le côté batterie, par exemple, pour certains animaux. De votre point de vue, parce que vous luttez contre ça, c'est ce qui génère du mal-être animal. Alors, l'élevage, ce que vous dites, l'élevage en batterie, c'est-à-dire ce que nous, on appelle plus généralement l'élevage industriel, ou l'élevage intensif plus précisément, en fait, c'est des conditions d'élevage où, de par la densité, de par les souches sélectionnées pour une croissance rapide, de par l'utilisation de certains systèmes comme les cages, par exemple, on va limiter et empêcher les comportements naturels de l'animal. Il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en France de ça parce que voilà, on parle au grand public. Et, tout à fait. En France, on abat chaque année plus d'1 milliard d'animaux et il y en a à peu près 80% qui sont dans des élevages industriels. D'accord. La majeure partie de ces animaux dans élevage industriel, ça va être les élevages de cochons. Les élevages de volailles, poules pondeuses. Il faut savoir que 80% de la volaille, du poulet qu'on consomme, est issu de systèmes dits intensifs. Ça veut dire que toute la discussion qu'on a là sur les animaux de grande qualité qui sont au salon, c'est pas complètement représentatif aussi de toutes les filières, Didier Ramet? Oui, non. Enfin, moi, la filière volaille, je la connais pas beaucoup. J'en ai juste une anecdote à donner au niveau de mon département. En ce moment, il y a des acteurs de la filière volaille qui cherchent à trouver des éleveurs. Et on s'est dit au départ, nous, à la Chambre, là, je vais prendre ma casquette chambre. Oui, effectivement, dans la Nièvre, pour, on va dire, multiplier les types d'animaux, c'est voilà, ça, rajouter de la volaille à l'élevage. Essayer de donner une piste nouvelle à des élevages qui viennent un petit peu en difficulté d'économie. Et on s'est dit, ça serait peut-être bien d'aller vers de la volaille label rouge qui sort dehors. Et finalement, on nous a rétorqué, mais c'est pas celle-là qui se vend. Alors comment on fait pour ceux qui choisissent de faire un élevage comme ça, d'aller vers un élevage plutôt mieux, mais qui risque d'avoir des difficultés économiques, ou d'aller vers un élevage plutôt moins supportable médiatiquement, mais qui est attendu en tant que produit par le consommateur? Là, ça nous laisse... Et on y met la dimension économique, là, dans ce que vous venez de dire. Mais ça nous laisse un mal-être quelque part de notre part. On ne sait pas comment... juger, en tout cas, agir dans ce domaine-là. Un mot, Émilie Janin. Oui, ça me fait réagir. Je m'interroge toujours quand les filières cherchent de nouveaux producteurs. Pourquoi ils ont besoin de changer vraiment de nouveaux producteurs? Qu'est-ce qu'ils sont devenus leurs producteurs qu'ils ont depuis un certain temps? Il y en a beaucoup qui arrêtent ce système industriel parce qu'il n'est pas rémunérateur, parce qu'il est source de mal-être aussi pour ces éleveurs, parce que voir et élever dans ces conditions-là, c'est pas agréable, quoi. Voilà. Il y a aussi ça. Alors, je vais rester dans mon domaine bovin. C'est plus confortable. Justement, dans le domaine bovin, on avance dans notre émission. Je le disais, vous êtes promoteur du bœuf éthique, Émilie Janin. Oui. Ça a été évoqué par Jean-Yves Collet. L'idée qu'on vienne abattre les animaux dans les fermes. Alors, on se dit, actuellement, en France, c'est interdit. On fait ça dans les abattoirs. Il y a des normes sanitaires. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Pourquoi vous voulez faire ça d'abord? Ah oui. Alors, moi, d'abord, pourquoi? Et ensuite, est-ce que ça peut se faire? Puis vous nous direz ce que vous en pensez, si c'est une piste d'amélioration. Alors, pourquoi on y a pensé? Moi, je suis engagée depuis très longtemps sur ma ferme, une quinzaine d'années dans la vente directe et la recherche sans cesse d'améliorer la qualité de la viande. Et qu'il est clairement prouvé, il y a eu des recherches au niveau de l'INRA, que le stress avant la mise à mort, pendant le transport ou juste avant la mise à mort, influence vraiment beaucoup la qualité de la viande au départ. D'ailleurs, juste ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences sanitaires. Est-ce que des animaux qui ont peur quand ils meurent, ça dégrade pas sanitaire, mais d'un point de vue gustatif sur la viande, c'est très très important. Et donc quand on élève des animaux pendant 4, 5, 6 ans, voire plus, pour faire de la très très bonne viande, et que ça peut être saccagé entre guillemets en quelques minutes, c'est juste révoltant et c'est très très frustrant quand on fait très bien son boulot comme moi. Et donc du coup, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, il y a un système d'abattoir mobile qui existe en Suède. J'ai été le voir, c'est juste... un abattoir mobile aux normes européennes 84-2004, qui est sur des petites roulettes, et je me suis dit ça c'est intéressant et ça m'intéresse. Et votre idée, c'est aussi pourquoi que les bêtes se rendent pas compte, disons les mots, prononçons les mots, que les bêtes ne se rendent pas compte qu'elles vont mourir, qu'on va les tuer. Il y a ça aussi ou... C'est pas vraiment qu'elles se rendent pas compte, c'est que quand elles sont ramassées dans le système classique, souvent elles sont mises dans des camions, elles sont mélangées à d'autres troupeaux qu'elles ne connaissent pas. Les vaches, c'est des animaux qui se repèrent beaucoup à l'olfactif. Donc juste par l'odeur de se mélanger avec d'autres animaux, ça les stresse, elles peuvent se battre, etc. Il y a la longueur du transport en camion qui peut être dommageable. Il y a l'arrivée sur place dans les abattoirs. Enfin, tout ça, moi, je n'avais pas envie d'y... Bon, alors ça va se faire ou ça va pas se faire? Ça va se faire. Ça va se faire. Est-ce que ça vous intéresse
Alors Vous êtes dans la Nièvre, vous n'êtes pas loin. moi, c'est un dossier que je connais pas beaucoup, donc je vais prendre un risque. Moi, depuis quelques mois, avec 6 autres collègues, on s'est lancé dans les circuits courts. Et à ce titre, pour essayer de rayonner sur le département, on utilise l'abattoir de Corbigny. Donc, ce que vous dites, je ne sais pas si j'irais jusqu'à utiliser un système comme le vôtre, mais déjà là, on est presque un abattoir de proximité. L'animal part très tôt le matin, par 1 ou 2. Et 2, c'est mieux, parce que comme vous le dites, ils se connaissent et ils se reconnaissent, et ils sont moins stressés dans les nouveaux lieux qu'ils découvrent. Et une demi-heure après, 3/4 d'heure après, ils passent à l'abattoir et il n'y a pas ce stress que vous décrivez. Enfin, en tout cas, je n'ai pas découvert ce stress jusqu'à maintenant. Non, parce que on est dans un département, là, la Nièvre, que je connais bien l'abattoir de Corbigny, où vous avez des abattoirs pas trop loin. Ce n'est pas le cas de tous les départements. Il y a des départements, et vous le savez, à Corbigny, mais c'est le cas aussi à Venarey-les-Laumes, c'est des abattoirs qui sont privés, qui ne sont pas accessibles et qui ne rendent pas forcément la prestation de service à d'autres. En tout cas, Corbigny, il était jusqu'à il n'y a pas longtemps géré par Sicaville, etc. Seuls les adhérents y allaient. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, Venarey-les-Laumes, c'est Oui. Bigard. Oui. Seul Bigard l'utilise, Oui. par exemple. Il est à 20 minutes de chez moi. Moi, je ne peux pas l'utiliser pour faire de la prestation de service. Donc, je vais à Autun pour faire de la prestation de service. Toutes ces problématiques sont compliquées. Ouais. Jean-Yves Collet, l'abattage, vous l'aviez évoqué dans votre commission, l'abattage à la ferme. On a, grâce à des gens qui connaissent bien le sujet, évacué une chose, c'est que l'abattage le plus près du lieu d'élevage, c'est pas non plus quelqu'un qui va se promener dans le pré et qui lui dit tiens, je vais tuer celle-là. C'est quelque chose. Non, mais parce qu'il y a un peu aussi, on dit toutes sortes de bêtises. C'est pour ça qu'on vous a réunis aussi, pour aborder ces choses-là. Il s'agit effectivement d'un abattoir qui représente toutes les garanties techniques et sanitaires, qui doit être armé, si je puis dire, par des gens en droit français, avec un vétérinaire, etc. Ça, c'est pas un abattage sauvage. Ouais. C'est simplement que la machine, elle est sur roulette. Alors, moi, comme la commission, d'ailleurs, dont j'étais le rapporteur, on était favorable à l'expérimentation de ce dispositif. Ça peut d'ailleurs s'articuler avec des abattoirs de proximité, parce qu'à un moment donné, il faut quand même stocker les carcasses, il faut quand même passer dans le circuit chambre froide, donc avoir des points où l'abattoir mobile va en quelque sorte se remettre en condition de travail. Ça me paraît possible. En revanche, ça peut déstabiliser des petits abattoirs de proximité, parce que si les éleveurs sont nombreux à utiliser cela, eh bien évidemment, ils n'auront plus besoin de quelques installations fixes de petite dimension. Moi, je suis favorable. Je n'aime pas qu'on interdise d'expérimenter quelque chose qui répond aux règles. Ce serait le cas, il faut le faire. J'espère que ça va se faire. On est d'accord, Émilie Janin, que ça ne peut concerner finalement que du haut de gamme. Vous, ce que vous faites, c'est de l'élevage de luxe, on va dire, de la vente directe. Il y a tout le reste de la filière et que ça ne concernera pas le reste de la filière. On est d'accord ? Oui, on est bien d'accord. Par contre, moi, au niveau de la Confédération paysanne, c'est clair qu'on porte des propositions très très fortes pour aider à relocaliser, à développer des outils d'abattoir et de découpe de proximité, parce que sans ça, ça va être compliqué de territorialiser notre alimentation, de répondre à des demandes locales, d'approvisionnement de collectivités locales, de restauration. Qui vont se développer, qui sont en train de se développer. Qui sont devant, voilà, et qui sont actés dans la loi suite aux EGA. Oui. Agathe Gignoux, on a parlé de ça, l'abattage, mais il y a des nouveautés, comme par exemple aussi le délit de maltraitance pour les animaux. Est-ce que ça, parce que là maintenant on essaie de lister les mesures un peu, ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, est-ce que ça c'est important? Est-ce que c'est un peu hypocrite? Parce que délit de maltraitance, par exemple, s'il n'y a pas de contrôle dans les transports, dans les abattoirs, quelle est votre position à vous là-dessus? Oui, alors justement, notre position, c'est que certes, c'est une mesure qui est utile, d'avoir enfin un délit de maltraitance qui concerne à la fois les transports et l'abattage. Puisqu'on va juste dire pour les gens qui nous regardent, ça n'existait pas avant pour les animaux d'élevage. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ne concerne pas, en tout cas, le maillon transport et abattage. Voilà. C'est une des propositions du projet de loi EGA, ainsi que des peines qui sont accentuées. Le problème, c'est que pour pouvoir appliquer cette disposition, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de contrôle et qu'il y ait derrière une réelle application de ces sanctions. Les contrôles, ils sont sanitaires dans les abattoirs, ils ne portent pas sur la face. C'est un des problèmes qui est ressorti d'ailleurs de la commission d'enquête, c'est quel contrôle on fait. Aujourd'hui, il y a des contrôles sanitaires qui sont faits, mais les vétérinaires inspecteurs, souvent, passent plus de temps sur la partie post-mortem que sur la partie ante-mortem, au moment où l'animal est vivant. Ouais. Et pour nous, c'est important d'accentuer ce contrôle pour le bien-être, on va dire la protection animale, on ne parle pas vraiment de bien-être en abattoir. Et c'est essentiel d'avoir une inspection
qui soit systématique au poste d'abattage. À défaut, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des difficultés, ça demande d'augmenter le nombre d'inspecteurs, mais il y a aussi un on va outil... on va pas vers ça, a priori. Mais il y a aussi des outils qui se développent, et notamment c'est la vidéosurveillance. Ça c'est quelque chose que nous, en tout cas, on soutient, et qui était une des dispositions, une des propositions du rapport. Développer la vidéosurveillance, non pas comme la panacée, c'est pas la solution à tout, mais c'est un outil qui va aider au contrôle, qui va permettre de faciliter et de garantir un meilleur contrôle. Ça ne suffit pas, ça ne va pas remplacer des inspecteurs, mais ça va être un outil de plus. Alors ça va pas justement. Enfin, ça va pas puisque c'est pas dans la proposition. Et on espère justement que le travail parlementaire va permettre de l'ajouter, de l'introduire dans la proposition, parce qu'il y a une réelle demande et un soutien de cette mesure. Vous regardez Jean-Yves Collet en disant ça, bien sûr, parce que c'était dans le travail de la commission. Oui. C'est revenu par l'ancien président de la commission, Olivier Falorni, qui l'a reproposé à l'Assemblée, si j'ai bien compris. Oui, mais si vous voulez, c'est une affaire extrêmement sensible. D'abord, sur la première partie, nous proposions effectivement que l'intensité du contrôle se répartisse mieux entre la partie vivante, animaux vivants, mise à mort, et ensuite suivi. C'est vrai que spontanément et presque, j'allais dire, mécaniquement, l'intérêt se porte plus sur l'aspect sanitaire qui est quand même très très lourd de conséquences. Et on avait proposé qu'il y ait un rééquilibrage. J'insiste aussi sur la formation. Que les gens qui traitent les animaux vivants en abattoir est une formation spécifique, que les gens qui sont à la mise à mort également, qu'il y ait une polyvalence des postes pour aussi une meilleure reconnaissance, une moindre fatigue psychologique aussi des gens occupant certains postes. Et effectivement, on avait dit l'outil de la vidéo peut être un outil, un œil supplémentaire du contrôle. Et là, vous avez mis le feu. Oui, mais parce que ça n'est pas un journaliste que je vais dire ça. Quand on dit un mot, c'est ce qu'il y a derrière le mot que les gens entendent. Nous ne voulions pas mettre sous surveillance permanente les acteurs de l'abattoir. Nous voulions simplement que le contrôleur de l'activité, l'inspecteur vétérinaire, même quand il n'est pas là, puisse regarder a posteriori ce qui s'est passé sur le poste quand il y a eu un pépin, etc. On avait d'ailleurs précisé des conditions d'accès aux images extrêmement précises. C'était pas pour passer sur France Télévisions. Non, on avait bien compris. Malheureusement, le débat un peu polémique, la crainte aussi syndicale, on nous fait pas confiance, on va nous mettre sous les yeux de l'opinion, etc., etc., a fait que pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais regarder des choses de visu ou les regarder avec une caméra, si on est qualifié pour le faire et si la loi vous donne la capacité de contrôler, sincèrement, il n'y a pas de difficulté de principe. L'idée, au-delà de tout ça, l'idée d'un label, par exemple, où on garantirait le bien-être animal, parce que pendant ce salon, on parle beaucoup de concurrence en ce moment, concurrence internationale, des accords du Mercosur, d'arrivée d'animaux d'autres continents. Est-ce que pour les éleveurs français, justement, ce serait une piste? Est-ce que, par exemple, vous, à la Confédération paysanne, vous y pensez? On garantit le bien-être animal, ça peut être, pour le consommateur qui aujourd'hui s'y intéresse, quelque chose d'intéressant. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, ça fait partie des conclusions qu'il y a eu dans de nombreux ateliers du deuxième chantier des États généraux de l'alimentation, où toutes ces préoccupations qui sont portées par la société civile doivent être entendues. À notre sens, elles n'ont pas été encore prises en compte dans les nombreux plans de filière qui ont été proposés par les interprofessions. C'est bien dommage, mais pour les éleveurs, c'est une façon de se démarquer positivement, c'est-à-dire que la majorité des éleveurs peuvent faire du bon boulot et il faut le valoriser. Ça a une valeur qui n'est pas valorisée par leur rémunération pour l'instant. Il faut le faire. C'est votre avis aussi, Didier Aramé? Oui. Parce que vu la façon dont vous élevez vos animaux dans la Nièvre, en Côte d'Or... Alors, c'est là que je peine un petit peu à m'y retrouver. C'est que moi, en tant qu'éleveur, je crains cette mise en avant d'images qui peuvent dériver à gauche ou à droite. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, j'ai des prairies qui sont en bord de route, comme bien des éleveurs en France. Et un jour, j'avais une vache qui avait un panari. Un panari, c'est une infection au niveau des ongles. Elle boitait. On aurait pu penser que quelqu'un qui s'en inquiétait vienne me voir comment ça se fait que cet animal boite qui n'est pas soigné d'une façon ou d'une autre. Non, la personne a pris son téléphone, a téléphoné à la direction des services vétérinaires, qui est venue incognito, c'est moi, voir ce qui se passait. Et après, ils se sont dit, nous sommes allés voir votre vache, elle a un panari. Ah ben, je le sais, je dois la rentrer aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. C'est l'utilisation qui est faite des informations que quelqu'un récupère sur la route parce qu'on est tout le temps en exposition. Mais c'est vrai qu'à l'inverse,
des délits qui ne sont pas démontrés, ils devraient l'être, parce que ça nuit à notre image aussi. Et puis vis-à-vis de ce qui vient d'ailleurs, je voudrais autant qu'on s'occupe de ce qu'on fait, c'est vrai, le démontrer, mais qu'on s'occupe aussi, s'il vient de la marchandise d'autres pays, qu'on ait la préoccupation de savoir comment ça se produit. Parce que moi, en tant qu'éleveur, j'ai quand même l'impression de faire des efforts Et c'est justement mondiaux. C'est là-dessus qu'un label pourrait faire une différence. Je ne sais pas si le label pourra faire une différence, parce qu'on va nous mettre, et je reviens malheureusement au niveau prix, que si d'autres viennent avec des prix plus économiques et à qui on ne demande pas des efforts de traçabilité, mon label risque de, entre guillemets, d'être difficile à vendre. Juste, il nous reste 1 minute d'émission, et c'est forcément les éleveurs qui vont nous le dire. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de l'opinion publique, ou est-ce que vous pensez qu'elle est plutôt dans votre camp, et que l'important c'est de montrer aussi que les éleveurs, ils aiment d'abord leurs animaux? Ouais, moi, je pense que la peur, ça sert à rien, et elle est par nature. Parce qu'on le voit. Il y a eu une affaire, par exemple, aux Pays-Bas, là où 2 vaches se sont échappées d'un abattoir. Il y a eu une vague de compassion dans les médias énorme. Mais ça, c'est à double tranchant pour vous, éleveurs, d'une certaine manière. Oui, c'est à double tranchant. Je pense que la peur, de toute façon, n'apporte rien de constructif. Mais dans les échanges avec la société civile que je peux avoir avec mes collègues, avec des consommateurs qui sont devenus des clients, avec des amis, mes voisins, c'est toujours très riche d'échanger. Et je pense que la peur se construit quand il n'y a pas d'échange et quand les gens ne peuvent pas communiquer. Et ça, il faut lutter contre ça. Voilà, vous entendez la musique. La musique nous dit que c'est la fin de ce débat qui pourrait continuer longtemps. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté cet échange qui était un peu, on va le dire, une gageure à organiser ici au cœur du Salon de l'Agriculture, où c'est pas forcément le genre de thème que les gens aiment aborder. Merci beaucoup d'être venus le faire avec nous. Au revoir et bon dimanche.